Bienvenue à tous, c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire avec Katia Guilder à mes côtés. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et beaucoup d'actualités encore cette semaine. À moins de 3 semaines avant le premier tour des élections départementales, le Front National fait la course en tête dans les sondages. Et du coup, à l'UMP, le PS se crispe. Les ministres sont priés d'aller sur le terrain pour faire campagne. Bref, la campagne des départementales prend un tournant national. Au Sénat, la loi emblématique sur la transition énergétique a été votée. Les écologistes n'ont pas donné leur voix au texte. Ils s'insurgent notamment contre un retour en force du nucléaire. De son côté, la ministre Ségolène Royal promet de revenir à la version initiale de son texte. Et puis on ira faire un petit tour au cinéma, voir un film qui a obtenu un Oscar, Citizen4, un documentaire sur Edward Snowden. Vous savez, c'est celui qui a dénoncé les écoutes mondiales exercées par les Américains. C'est notre plus de l'hebdo cette semaine. Notre invité, Jean-Marc Germain, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste des Hauts-de-Seine, ancien directeur de cabinet de Martine Aubry. Tout avait si bien commencé, Jean-Marc Germain. C'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions de l'Atelier, journal d'un frondeur. Vous revendiquez l'appellation. On en parlera tout à l'heure avec notre chroniqueur Jim Jarassé. Mais pour commencer cette émission, je vous propose un état des lieux du PS. Face à vous, frondeur, eh bien, il y a les réformateurs qui s'organisent en vue du congrès prochainement. Reportage de Jean-Baptiste Daoulas. Ils se surnomment les réformateurs et ils veulent peser à 3 mois du congrès. L'aile droite du PS présentait hier sa contribution. Sous le regard bienveillant d'un proche de Manuel Valls, le secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen. Je le dis sous l'autorité de Jean-Marie, nombre de ministres auraient signé s'il n'y avait pas eu de consigne qu'aucun ministre ne signait aucune contribution. Je voulais ici vous dire combien nous y étions engagés et attachés. Face aux frondeurs, les réformateurs ont réuni une quarantaine de parlementaires, avec l'objectif de convertir l'ensemble du PS à la politique du gouvernement. Dans la salle, les militants demandent à l'aile gauche de s'adapter à la crise économique. Et je pense réellement qu'il faut avancer pour en finir avec le déni de la réalité. Quelques jours après le vote de la loi Macron, Gérard Collomb s'interroge sur le maintien des frondeurs au sein du PS. Si un certain nombre de membres du Parti socialiste pensent que c'est du côté de M. Mélenchon, du côté de l'extrême gauche que se trouve aujourd'hui la vérité, il faut le dire clairement, et à ce moment-là, aller sur cette ligne-là avec ceux qui sont sur la même pensée que vous. Les réformateurs font monter la pression avant le Congrès et lancent un ultimatum au premier secrétaire du PS. C'est sûr que nous voulons peser. C'est-à-dire que si demain, dans la motion de Jean-Christophe Cambadélis, c'est Martine Aubry qui écrit la motion et que nous ne tenons pas la plume, c'est sûr qu'il y aura des difficultés. Le PS reste tiraillé entre deux lignes de plus en plus opposées. Le rassemblement du parti s'annonce d'ores et déjà compliqué. Voilà, Jean-Marc Germain, il y a deux lignes opposées et en même temps, on a entendu Gérard Collomb, certains qui espèrent vous convertir à la politique du gouvernement. C'est un peu un comble, non ? Je crois qu'il faut accepter le débat et pas, comme le fait Gérard Collomb dans votre reportage, de dire que certains devraient quitter le Parti socialiste, qui fait la force d'une formation politique. C'est d'être nombreux. Enfin, le pôle des réformateurs, c'est un tout petit pôle qui d'ailleurs incarne une ligne qui, quand il y a eu un scrutin, c'était celle de Manuel Valls, a pesé 5% si je me trompe pas, des voix. Au moment de la loi Macron, M. Germain, on a même entendu Bruno Le Roux qui, à un moment donné, a dit, mais s'ils ne sont pas contents, qu'ils s'en aillent. Oui, mais ça, il faut éviter vraiment. Parce qu'on a des débats qui sont compliqués. Je prends l'affaire du travail du dimanche. Personne ne peut prétendre que c'est simple. D'un côté, ça favorise la vie des consommateurs. Vous comme moi, on est très contents le dimanche après-midi de pouvoir aller dans un magasin de bricolage quand on en a besoin. Et en même temps, quand on réfléchit à ce que ça a comme conséquence, moi, quand je réfléchis aux travailleurs les plus fragiles qui vont devoir être obligés de travailler le dimanche parce que le choix, ça n'existe pas. Quand il y a 5 millions de chômeurs, le patron, il vous demande de venir travailler le dimanche. Vous allez travailler le dimanche parce que sinon, vous avez peur d'être le prochain sur la liste des licenciés. Et quand on voit aussi les conséquences sur les territoires, ça risque de faire disparaître un certain nombre de petits commerces. Alors on se dit que le débat est compliqué. Mais vous êtes pour le débat, vous êtes un frondeur plutôt mesuré, vous. Oui, on m'a appelé un frondeur adouci ces derniers temps. Mais moi, vous avez mis un peu d'eau dans votre vin. Non, en tout cas depuis le début, j'essaye de débattre sur le fond.
De pas justement se mettre dans vous devez partir ou vous n'êtes pas des vrais socialistes. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que quand on a des différences, il faut en débattre. Et vous savez, les Français, quand on débat... Voilà, alors on y vient. Vous avez vu le sondage sur les frondeurs? Oui, je l'ai vu, oui. Alors 55% vous trouvent plutôt une bonne opinion sur les frondeurs, 65% trouvent normal que vous vous opposiez. C'est votre victoire? En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Moi, je me fixe pas, je me détermine pas en fonction des sondages. J'en avais eu des un peu moins bons avant. Mais par contre, je ressens vraiment ça sur le terrain. Vous savez, j'étais encore samedi à distribuer des tracts pour soutenir les candidats aux élections départementales. Et c'est ce que me disent les gens. Et je raconte d'ailleurs au début de mon livre. Je commence par récuser un peu ce terme de frondeur parce que moi, j'ai eu l'impression de faire tout simplement mon travail de député. Quand je suis d'accord... Finalement, vous l'acceptez. Quand je suis d'accord, je vote. Et quand je suis pas d'accord, je le dis. Pendant 2 ans, je le dis, puis je finis par voter comme me demande le premier secrétaire du Parti socialiste ou le président de la République. Et puis au bout de 2 ans, je me dis non, c'est plus possible parce que sinon, il n'y a plus de Parlement. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent merci après m'avoir dit « Ah, vous êtes un frondeur, on vous a vu à la télé ». Et ils me disent merci, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je suis libre, eh bien, ils considèrent que je suis l'un des leurs et je ne suis pas là pour faire carrière. C'est pour cela que le président de la République va vous recevoir? Oui, et c'est une très bonne chose, vous savez. Donc vous confirmez ce rendez-vous? Cette idée qu'il avait lancée dans sa campagne présidentielle de dire « je ne recevrai jamais les parlementaires », ça ne me paraît pas une bonne idée, parce qu'il faut prendre acte du fait que c'est lui qui décide des lois dans notre pays. Et donc il faut qu'il ait des contacts avec les parlementaires dans différentes formes. Le rendez-vous aura lieu. Quand? Vous verrez quand il aura eu lieu. Je crois qu'aussi il faut que... Qu'est-ce que vous lui direz? Non, mais je ne vous réponds pas à votre question de quand. Oui, j'ai bien compris que vous ne répondiez pas. Non, mais je vous explique pourquoi, parce que sinon, ceux qui nous écoutent vont dire pourquoi il ne nous le dit pas. Parce que je crois que c'est important que ce rendez-vous ne soit pas une mise en scène, ni du président de la République qui montre qu'il est à l'écoute, ni des frondeurs qui montrent qu'il pèse quelque chose, mais un moment utile de discussion et de compréhension. Moi, si j'ai écrit ce livre, c'est aussi pour que, calmement, en couchant sur le papier notre démarche, chacun puisse comprendre ce qu'on est en train de faire. Une indication, c'est avant les élections ou après? Ça aura lieu dans les jours qui viennent. Oui. Dans les jours qui viennent? Oui. Donc certainement avant les élections. C'est un message important aussi adressé à l'opinion. Oui, et c'est très bien que le président de la République soit à l'écoute de tous les parlementaires, pas simplement de ceux qui nous représentent institutionnellement, qui sont importants, nos présidents de groupe, le premier secrétaire, mais comme il le fait, d'ailleurs, il reçoit des groupes différents de parlementaires. Là, il voulait voir... entendre de lui-même ce qu'on dit, même si je raconte dans le livre que moi je l'ai vu au mois de juin en tête-à-tête, d'autres... Et ce rendez-vous aura lieu à l'Élysée. Là, c'est collectif, et ça aura lieu à un endroit que nous ne rendrons pas public. On n'en saura pas plus pour l'instant. Non, mais c'est pas l'important. L'important que c'est lieu, c'est qu'on discute. Et on va discuter de quoi dans ce rendez-vous? C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour le pays. Nous, notre souhait, et mon dernier chapitre, ça s'appelle « Il n'est pas trop tard pour réussir », c'est comment on fait pour réussir les 2 dernières années du quinquennat. Parce que notre conviction, c'est que si François Hollande ne réussit pas, personne ne réussira, aucun socialiste, ni Manuel Valls, ni les frondeurs, ni Gérard Collomb, ni d'autres. Et la France ne réussira pas non plus. Allez, on va passer un peu au crime, toute l'actualité de la semaine, et on va commencer par le lundi, c'est normal, et les élections approchent. La droite, la gauche se mobilisent pour lutter contre le vote du Front National, mais une autre donnée majeure arrive avec ce scrutin, c'est le risque de l'abstention. On voit ça avec Cécile Sixou. Est-ce que vous savez qu'il y a des élections bientôt? C'est des élections du quoi? Départementales? Pas du tout, mais je sais qu'il y en a, mais... présidentielles, non? Les élections cantonales. Les élections départementales n'attirent pas les foules. Un Français sur 3 ne serait pas au courant que les 22 et 29 mars prochains, ils sont invités à aller voter pour élire leurs conseillers départementaux. La cause, selon Xavier Chinot, expert électoral, c'est une vraie méconnaissance de cette élection. On a une espèce d'usine à gaz un peu complexe où on élit des binômes paritaires avec des suppléants. C'est pas très clair pour les gens. On a changé la taille des cantons, on les a divisés par 2, ce qui fait que les cantons sont plus gros. Donc quand il y avait un fait local assez fort, on connaissait son conseiller général parce qu'il est le maire d'une grande commune. Il y a une partie du canton où on ne va plus le connaître, et donc ça va atténuer l'effet vote local au profit du vote national.
Conséquence, 57% des Français n'auraient pas l'intention d'aller voter. Une abstention qui pourrait faire le bonheur du FN. Selon un sondage Odoxa, le parti de Marine Le Pen serait en tête avec 33% des suffrages devant l'UMP et le PS. Ça signifie qu'au soir du premier tour, dans la plupart des cantons de France, on verra plus souvent des duels entre l'UMP et le Front National que des duels habituels gauche-droite. Ça signifie, ça préfigure aussi probablement une victoire de la droite au second tour dans un maximum de départements et en même temps de gros problèmes pour Nicolas Sarkozy et l'UMP sur les arbitrages qui auront lieu dans l'entre-deux tours. Le niveau de l'abstention sera donc déterminant pour l'accession au deuxième tour. En effet, les règles électorales sont strictes. Il faudra obtenir plus de 12,5% des électeurs inscrits pour y parvenir. La crainte, c'est qu'au premier tour, votre électorat ne se déplace pas et du coup, vous perdiez les 500 cantons, voire 1000 cantons. Je ne sais pas si vous pronostiquez aussi quelques chiffres. Oui, c'est un peu ce qui s'est passé au municipal, donc maintenant c'est une crainte, pire, mais je ne crois pas pire en fait. Le climat est un peu meilleur. Parce qu'il y a eu d'abord la très bonne gestion par le président de la République des attentats de Paris et Montrouge. Et ça, ils nous le disent. Il y a les indicateurs économiques, c'est des rayons de soleil. On ne peut pas croire sur le terrain que tout est réglé, mais quand même ça va mieux, vraiment mieux. Il y a des perspectives, ça est encore mieux avec le prix du pétrole, avec les taux d'intérêt. Donc on sent quand même sur le terrain ce premier élément. Et deuxièmement, il y a un peu plus de concentration vers le Parti socialiste à gauche, donc il y aura sans doute un peu moins de dispersion. Je crois que les Français ont compris qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait pour avoir des listes uniques, même si on a largement avec les Verts, avec les communistes, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. Et puis après, moi, ce que je souhaite, comment on fait pour mobiliser les électeurs ? En parlant des élections départementales, on voit bien que certains, et pas du Front National, comme l'ancien président de la République, en parlant de FNPS, essaye de stigmatiser, enfin de faire l'enjeu autour du Front National. Enfin là, les ministres sont sur le terrain, vous démultipliez les meetings. Je trouve que c'est pas très digne d'un ancien président de la République. On va y venir, mais vous-même, le Parti socialiste, vous nationalisez cette campagne. Nous, on doit faire que les ministres fassent campagne, parce que c'est des personnalités connues des Français, c'est très bien. Mais regardez ce qu'ils font. Regardez la conférence de presse hier de notre premier secrétaire. Il a parlé, pendant les 3/4 de son intervention, de l'enjeu des départementales, parce que vous savez ce qu'il faut que les Français se disent au moment de mettre le bulletin dans l'urne, et avant ça, au moment d'y aller ou pas, c'est de se dire en qui j'ai le plus confiance quand il s'agira de défendre un enfant handicapé, une personne âgée ou les collèges. Un socialiste, un UMP ou un Front National? Et s'ils se posent cette question, à chaque fois, ils nous disent nous, on sait que vous êtes là quand on a besoin de vous, dans vos permanences et dans les conseils généraux pour nous défendre, que vous soyez dans la majorité ou l'opposition. C'est vrai, mais au-delà des personnes, en tout cas de l'étiquette politique, il y a aussi le fond de sur quoi on vote, les départementales. Comment est-ce que vous pouvez convaincre des Français d'aller voter pour une réforme qu'on présente comme pour des élections essentielles, alors même que les compétences des départements ne sont pas encore clairement fixées, puisque la loi n'est pas votée? On a tardé sur ce sujet-là, mais maintenant, les choses sont claires. Les transports ont été transférés à la région, le reste, ça va au département. Et ensuite, il y aura un processus un peu au cas par cas qui permettra de transférer d'autres compétences quand les élus le décideront, soit vers les métropoles, soit vers les régions. Donc les choses sont claires. Il y a des départements, ils gardent des compétences très fortes. Maintenant, il faut voter pour ceux que vous considérez le plus à même de porter les politiques de solidarité. Et moi, c'est le seul message que je veux faire passer aux électeurs. Bien compris. Alors mardi, justement, on en parlait. Il y a eu beaucoup de réactions à l'Assemblée après ces fameux propos dont vous parliez de Nicolas Sarkozy. Voter au premier tour pour le FN, c'est faire gagner la gauche au second. Dixit Nicolas Sarkozy. Selon lui, c'est le FNPS. Eh bien, cette formule a fait beaucoup réagir. Les socialistes dénoncent une manœuvre politicienne de l'UMP avant les élections. Elisabeth Tholomé. Un FN en tête des suffrages. C'est ce qui pourrait se passer aux prochaines élections départementales. Selon plusieurs sondages, le Front National pourrait obtenir jusqu'à 33% des voix. Pour la droite, ce score du parti d'extrême droite n'a qu'une seule explication.
Et nous constatons aujourd'hui que c'est le Parti socialiste qui cherche une bouée de sauvetage dans la montée du Front National pour se maintenir au pouvoir. Mais je crois qu'il va se reprendre le boomerang dans la figure puisque désormais le Parti socialiste risque de sortir du jeu. Depuis la présidence de François Mitterrand, la droite accuse le PS de favoriser la montée du Front National. Hier, dans une interview au Figaro, Nicolas Sarkozy utilisait même la formule « FN-PS ». Une manière de renvoyer les deux partis dos à dos, une position qualifiée de slogan par le président du groupe socialiste. Nicolas Sarkozy essaye de trouver des slogans pour cacher le manque d'idées. Et ce n'est pas bon pour la démocratie. Ce n'est pas avec des slogans que l'on arrive à résoudre la chose, quand en plus le principal problème, c'est bien la porosité aujourd'hui entre l'électorat de droite et l'électorat du Front National. Selon un récent sondage, 19% des électeurs ayant voté pour Nicolas Sarkozy au premier tour de la présidentielle en 2012 souhaitent la victoire du Front National au départemental. Alors, votre commentaire sur cette formule FN-PS, maladresse, formule sans intérêt ou bien erreur politique? Je trouve que dans la bouche d'un ancien président de la République, c'est très grave, parce que, au fond, depuis des décennies, la gauche et la droite ont partagé ensemble la République. La République, c'est quoi? C'est l'idée du vivre ensemble. Face à un parti, le Front National, qui stigmatise l'étranger, qui veut sortir de l'Europe, qui défend le rétablissement de la peine de mort, qui est maintenant inscrite dans la Constitution de notre République. Donc c'est un amalgame grave pour vous. Et là, il brise ça. Jean-François Copé l'avait fait, mais enfin, ce n'était pas la dimension politique d'un ancien président de la République. Il lance quelque chose assez loin pour que ça rebondisse dans le débat. Voilà. Oui, mais quand on est une personnalité de cette dimension, quand on a incarné la France, on n'a pas le droit de faire ça. On doit parler de ses idées. Et moi, j'ai lu dans le Figaro un certain nombre d'idées. J'étais un peu déçu, d'ailleurs. C'était celles de 2007 qui reviennent... Ces propositions économiques, voilà, qui sont totalement datées. Enfin, stigmatiser, s'attaquer à la fonction publique. Alors, tout y passe, là. Hein. Alors, suppression des grilles de rémunération, CDD de 5 ans à la place des emplois, augmentation du temps de travail. Enfin, il a une espèce d'obsession, non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux dans les collectivités locales. Enfin, c'est de la folie, quoi. Ce qui fait la force de la France, c'est ses services publics. Moi, je suis responsable de l'international. Ce sont des vieilles recettes, ce que vous êtes en train de dire. Au Parti socialiste, tout le monde me dit, vous avez une chance. Votre trésor, c'est vos services publics, c'est vos collectivités locales. Et lui, il nous programme une casse de ça. Et puis, toutes ces propositions-là, il n'y en a pas une de nouvelle. Moi, je suis assez critique sur un certain nombre d'économies qui sont faites par le gouvernement, les fameux 50 milliards, même si je pense qu'il faut être sérieux, il faut réduire les déficits. Mais lui, c'est pas 50 qu'il propose, c'est 150 milliards. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais sur quoi il insiste? Les politiques de formation professionnelle. La formation, c'est la compétitivité de demain. Et le logement, après les attentats et tout ce que ça a révélé de malaise dans les banlieues, dont le logement est une des clés, la mixité sociale aussi. Donc il a des réponses non seulement datées, il ne s'est pas du tout renouvelé, mais en plus qui sont dangereuses pour le pays si elles devaient être mises en œuvre. Donc moi, non seulement je trouve qu'il se comporte mal, très franchement, j'espère qu'il va quitter cela parce que c'est détestable. Les Français ont besoin de repères républicains. Le Premier ministre et le Président de la République les ont rappelés admirablement en ce mois de janvier. Et puis deuxièmement, là on a un débat politique qui est tout à fait noble et respectable. C'est des idées différentes et moi je respecte les siennes et je les critique avec les miennes. Jean-Marc Germain, nous partons au Sénat cette fois avec une loi phare du gouvernement qui a été vidée de sa substance. C'est le texte sur la transition énergétique. Il a été largement remanié au Sénat. On voit ça avec Flora Sauvage. C'est une coquille vide, ou presque. La loi sur la transition énergétique a été vidée de sa substance après son passage au Sénat. La Chambre haute a supprimé l'objectif de 2025 pour réduire la part du nucléaire à 50% dans la production d'électricité. Je suis un peu déçu parce que pour nous c'est un point d'achoppement. Et c'est d'ailleurs parce que cette disposition a été adoptée que j'ai été contraint, je dis bien la mort dans l'âme, de demander à ce que nous nous abstenions. Autre ajout du Sénat, la capacité maximale de la production d'électricité d'origine nucléaire est augmentée, alors même que le gouvernement voulait la plafonner à 63,2 gigawatts. Pour les écologistes qui ont voté contre le texte, la loi sur la transition énergétique est un retour au tout nucléaire.
Cette loi n'est pas crédible. Cette loi, qui est une loi de transition énergétique, fait tout pour maintenir le mix énergétique électrique français tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui n'a aucun sens, y compris dans le contexte économique européen. Donc voilà, donc c'est un peu là-dessus un baroud d'honneur aussi du Sénat, de la majorité UMP, qui ne pouvait pas ne pas combattre cet aspect du texte. En commission mixte paritaire, députés et sénateurs vont devoir trouver un compromis. À défaut, l'Assemblée aura le dernier mot. Vous parliez de clivage tout à l'heure entre la gauche et la droite et de débat. Sur le nucléaire, là, vous avez là aussi un grand débat. Oui, c'est normal au fond. Hein. J'espère, et je me réjouis que la ministre de l'écologie l'ait annoncé, que l'Assemblée nationale reviendra sur son texte de départ, qui est totalement essentiel. Enfin, l'affaire du réchauffement climatique, c'est la question majeure de notre génération politique. Sinon, on n'est pas capable de résoudre ces problèmes. Dans ces lois-là, à la conférence de Paris et dans les années qui viendront, le réchauffement aura lieu et les désastres qui vont avec, humains, écologiques et économiques. Alors, il y a une autre décision qui vient de tomber à l'instant. Elle concerne le barrage et le site de Sivins. Le Conseil général du Tarn vient de décider de voter pour un site réduit, pour un projet de barrage réduit. Voilà la décision. Il demande aussi l'expulsion sans délai des occupants. Un commentaire sur cette décision. Il faut regarder ce que ça veut dire réduit, parce que si c'est réduit à presque zéro ou si c'est le projet initial reconfiguré avec 3 bassins de même taille, ça change un peu tout. Mais ce que je voudrais dire sur cette affaire, c'est que c'est pas normal qu'on en arrive là. Parce que les questions qu'ont posées les écologistes et les zadistes, elles sont très bonnes. Et on le voit d'ailleurs, la ministre a dit qu'il y a un problème, le projet a été mal étudié, et en même temps il doit y avoir une place pour l'agriculture, pour des retenues d'eau, et on doit être capable d'étudier si ça bouleverse ou pas l'environnement et se mettre d'accord. Donc je crois qu'il faut aussi repenser les méthodes de concertation objectivement. La concertation soit a été pas suffisamment poussée, soit a été mal prise en compte. Je pense qu'il faudra réfléchir à une loi sur cette concertation. Est-ce que ça veut dire que quelque part, la situation, on l'a laissé un petit peu pourrir de ce côté-là, du côté de Sivins ? Oui, sur le fond surtout, parce qu'après, quand il y a des désaccords... Sur la forme aussi, sur les zadistes qui occupent encore ? Oui, mais ça c'est difficile, vous savez, gérer des questions d'ordre public dans ces cas-là, où on voit bien que les agriculteurs, comme les zadistes, ce qu'ils expriment, c'est avec leur cœur aussi. Oui, mais ils sont radicaux. D'un côté comme de l'autre. Ils défendent leur production, leur capacité de production d'un côté, et d'autre leur conviction écologique. Je crois que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur a raison de dire que maintenant il faut que la démocratie reprenne le dessus, le débat, les actions ont permis de poser le débat au plan national et que maintenant on travaille de manière démocratique sur les solutions. Parce qu'on ne peut pas non plus tout le temps s'opposer aux décisions des élus, sinon il n'y a plus de démocratie représentative dans ce pays-là. Donc, mais je vous dis encore une fois, le fond du problème, et on l'a vu aussi sur Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'on soit capable de faire des vraies concertations qui étudient tous les problèmes, parce qu'à chaque fois les écologistes ont posé de bonnes questions. Respect de l'ordre public. Alors on passe à mercredi. Christiane Taubira est à nouveau dans le collimateur de la droite. Un tract ambulant pour le FN, ce sont les propos d'un député UMP, Gérald Darmanin, au sujet de Christiane Taubira. Réaction immédiate de la garde des Sceaux ainsi que de Manuel Valls. Mounir Soussi. Gérald Darmanin ne s'attendait pas à une telle riposte. Après ses propos qualifiant la garde des Sceaux de tract ambulant pour le FN, le député du Nord s'est d'abord attiré les foudres du Premier ministre hier. Alors je vous le dis, monsieur Darmanin, les yeux dans les yeux, ça n'est ni la jeunesse, ni la campagne électorale, ni le combat politique qui doivent vous permettre de tenir de tels propos, et nous ne le permettrons jamais. En signe de soutien, les députés PS ont offert une standing ovation à Christiane Taubira, la cible préférée de l'opposition, qui n'a besoin de personne pour se défendre. Elle considère les attaques du jeune député comme rien de moins que des déchets de la pensée humaine. Ce matin, à la sortie du Conseil des ministres, elle a ajouté une salve. Franchement, je trouverais pitoyable que, malgré son jeune âge, peut-être même du fait de son jeune âge, sans doute à cause de la déliquescence de son parti, il en soit contraint là, à s'exprimer, à tenir des propos qui ne soient pas éclairés par un idéal républicain. Alors moi, je trouverais ça pitoyable si j'avais de la pitié à gaspiller. Ce n'est pas le cas pour ce monsieur.
Des élus de droite sont venus au secours de leurs collègues. Christian Jacob estime que les déclarations de Christiane Taubira sont ignobles. Et dans un tweet, Xavier Bertrand juge que ces propos ne sont pas dignes d'un ministre. De son côté, Gérald Darmanin persiste et signe et a reçu le soutien unanime de tout son parti dans un communiqué publié par l'UMP. Alors ces propos de Gérald Darmanin, petite phrase pour faire du buzz ou propos racistes selon vous? J'ose même pas les qualifier, mais moi j'ai envie de dire ça suffit. En permanence, Christiane Taubira est attaquée par la droite avec des propos qui ont des relents nauséabonds. À chaque fois, à la limite du propos raciste, en effet, en jouant sur les mots, sur les allusions, sous-entendus. Il faut arrêter. C'est un ministre de la République qui fait bien son travail, qui le fait main dans la main en ce qui concerne les questions de sécurité, avec Manuel Valls, puis avec Bernard Cazeneuve, qui a porté une magnifique loi du mariage pour tous. Je crois la réponse de Christiane Taubira, elle est très forte aussi. Il y a aussi ça derrière, c'est qu'ils n'ont jamais pardonné le brio avec elle a porté cette loi à l'Assemblée nationale. Mais moi je dis, ça suffit, on ne peut pas attaquer une ministre de la République comme ça. Alors Jean-Marc Germain, on va accueillir à présent notre partenaire du Figaro pour un décryptage de l'actu, c'est la loupe du scan. Bonjour Jim Jarassé, vous avez rejoint et vous allez nous reparler du livre de Jean-Marc Germain. Bonjour Jean-Marc Germain, vous avez donc publié un livre, il s'appelle « Tout avait si bien commencé ». Ça veut dire que c'est en train de mal évoluer. Vous y évoquez donc les premiers jours du quinquennat de François Hollande, quand la gauche était unie, auréolée de toutes ses victoires électorales. À quand datez-vous précisément le basculement, le jour où vous vous êtes dit « nous, socialistes, on va dans le mur avec ce quinquennat ». Il y a eu deux étapes, je les raconte dans le livre. Un certain nombre de mécontentements, mais assez naturels. La loi bancaire qui n'allait pas assez loin, le traité constitutionnel qui n'était pas renégocié, mais le crédit d'impôt compétitivité emploi sans contrepartie pour les entreprises, décembre 2012. Ça a été le premier coup. Et puis, voilà. Et puis rebolote janvier 2014 où on double la mise et toujours sans contrepartie. Moi je dis oui pour aider les entreprises. Mais si on ne demande rien en échange, ça fait du dividende. Et ce qu'il faut demander comme effort aux Français n'est pas acceptable et ne fonctionne pas économiquement. Donc après les municipales, on décide effectivement, en tant que parlementaire, de dire on va user non seulement de notre voix, ce qu'on a commencé à faire avant, mais de notre vote pour que ça puisse changer. Et la loi Macron, c'est la goutte d'eau ? La loi Macron, c'est d'une autre nature, c'est-à-dire c'est une loi homéopathique, tout le monde l'a dit, le président de la République au final, a dit, 49.3. c'est pas la loi du siècle, a dit le président de la République. Donc il bouge des curseurs dans tous les sens. Dans le temps, on appelait ça des DOS, des diverses mesures fiscales. Mais sur les principes, il touche des choses qui sont contraires à tout ce qu'on a toujours défendu. On en a parlé tout à l'heure. Je vais parler du travail du dimanche. Mais il y a un autre élément, par exemple, dont on n'a pas beaucoup parlé. Aujourd'hui, un grand groupe qui a beaucoup d'argent, quand il ferme une entreprise, il doit accompagner les salariés. Et bien là, on supprime ça. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Nous qui avons toujours dit, les entreprises doivent être responsables quand elles ont les moyens de payer. Alors, dans votre étonnant. Voilà, vous racontez une scène assez amusante, il faut le dire. Ça se passe pendant la conférence de presse de François Hollande, c'est en septembre dernier. Et le chef d'État annonce à ce moment-là qu'en cas de rejet du vote de confiance pour le nouveau gouvernement Valls, un vote qui avait eu lieu 2 jours avant, en cas de rejet, il aurait été prêt à appliquer la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors vous êtes un adversaire résolu du droit de dissolution du président. Et alors là, vous prenez votre smartphone et vous préparez un tweet. C'est un socialiste, dites-vous, qui a théorisé le coup d'État permanent. C'est un autre qui l'expérimente aujourd'hui. Alors ce tweet, on l'a reconstitué parce que finalement, vous ne l'avez pas publié. Vous avez considéré que c'était peut-être trop caricatural. Est-ce qu'après l'épisode du 49.3 de la loi Macron, vous regrettez de ne pas avoir publié ce tweet ? Non, parce que je crois que quand on fait ce genre de tweet, on fait des polémiques et on ne parle pas du fond. En revanche, le fond, j'étais vraiment en colère ce jour-là, parce que la Constitution, elle dit quoi? Elle dit s'il n'y a pas la confiance, le président de la République doit présenter soit le même gouvernement avec un autre programme politique, soit un autre gouvernement. Et là, ça renverse totalement les choses. Au fond, ça revient à nier le Parlement. Ça veut dire soit vous vous soumettez à tout ce que je souhaite avec l'exécutif, soit je vous démets. Et si on fait ça, non seulement le Parlement n'existe plus, ce qui est un léger problème en démocratie, mais surtout le Parlement, et j'explique ça dans le livre, c'est une valeur ajoutée énorme le travail qu'on fait. Et si on le considère comme quantité négligeable, il n'y a plus aucun moment où entre l'idée d'un exécutif qui est dans son rôle quand il propose et ce qui devient réalité, il y a
toute la consultation des Français à travers les parlementaires qui est totalement Vous allez non lui dire ça au utilisée. président de la République quand vous allez le voir que c'est l'homme du coup d'État permanent? Non, je ne le dirai pas. D'ailleurs, je l'ai jamais dit. Ah mais c'est dans votre livre quand même maintenant. Je dis en revanche que d'avoir prononcé cette phrase était une erreur. C'est bien sûr son droit d'utiliser de la dissolution, mais d'en faire une règle comme il l'a fait de cette manière-là, c'est-à-dire attention, pour l'avenir, s'il n'y a pas la confiance, il y aura la dissolution, ça ne va pas, parce qu'il faut vraiment qu'on se dise et qu'on dédramatise au fond le rôle d'un gouvernement. C'est de trouver une majorité à l'Assemblée nationale sur un texte. Sur le dimanche, d'avoir trouvé un accord sur le nombre de dimanches travaillés, par exemple. Dans une dépêche AFP publiée la semaine dernière, vous appelez à la constitution d'un nouveau contrat de majorité avec les radicaux de gauche, avec les écologistes. Et vous dites, si ça doit se traduire par un nouveau gouvernement, ça renforce la chose. Vous dites même, je n'ai jamais fui personnellement les responsabilités. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à rentrer dans un éventuel gouvernement en cas de remaniement, par exemple, après les élections départementales ? J'ai été, je l'ai dit aussi, responsable des grandes lois du quinquennat à l'Assemblée nationale. J'étais rapporteur sur les emplois d'avenir. J'étais aussi rapporteur sur une loi un peu plus polémique, qui était la loi de sécurisation de l'emploi. Donc j'ai toujours été là pour accompagner le gouvernement, mais avec une exigence. C'est au fond d'être fidèle à ce qu'on a promis à nos électeurs. Et puis la deuxième, moi je suis économiste, c'est de faire ce que je pense. Vous ne nous répondez pas, Jean-Marc Germain. Donc pour le pays, donc je redis ce que j'ai dit exactement. La priorité, c'est qu'on ait un contrat de gouvernement qui réunisse tous ceux qui ont porté François Hollande, c'est-à-dire les écologistes, l'ensemble de la gauche, le soutien, peut-être sans participation des communistes, c'est ça la priorité. Donc vous souhaitez le retour des Verts? Après, oui, je souhaite le retour des Verts. Il faudra que ça s'incarne dans un gouvernement. Ensuite, il y aura total si ce qu'on fait me convient. Est-ce que les aubristes, justement, peuvent cohabiter au sein d'un gouvernement avec, par exemple, Emmanuel Macron, qui a qualifié les frondeurs de foyers infectieux? Ce sont des mots très forts. Est-ce qu'on peut encore cohabiter dans une telle ambiance? Écoutez, je crois que Emmanuel Macron était au ski quand il a prononcé ces phrases. On appelle ça une faute de quart et ça arrive quand on se laisse griser par la vitesse. Donc je mets ça sur le compte de son inexpérience, mais il ne faut pas prononcer des mots comme ça en politique. Quand on a des débats difficiles comme on a, des décisions difficiles à prendre pour la France, je crois que la première chose à faire, c'est de respecter les positions des autres. Il aurait dit, moi je pense que c'est bon pour la France, mais je respecte les positions de ceux qui ne sont pas d'accord. Ça me serait très bien allé et j'aurais accepté dans ce cas-là l'utilisation du 40. Qu'il avait ce terme technique, il l'avait acquis. Un conte de fées qui aurait pu virer au cauchemar. En situation irrégulière, Armando Curri devait quitter le territoire depuis octobre dernier. Dans ces conditions, le Sénat a d'abord refusé de l'accueillir. Le président du Sénat s'en explique. J'ai examiné le dossier hier en arrivant et j'ai pris la décision, après avoir informé le cabinet du ministre de l'Intérieur, d'accueillir ce jeune parce qu'il était le symbole d'une réussite, parce qu'il était aussi porté par des maîtres d'apprentissage et que les meilleurs ouvriers de France portaient un certain nombre de valeurs. Reculez, s'il vous plaît. Grâce à l'émotion suscitée, Armando a pu bénéficier in extremis d'un titre de séjour de 3 mois et espère être régularisé, le sourire aux lèvres. Voilà pour la belle histoire d'Armando, mais des cas comme Armando, il y en a des dizaines en France qui ne sont pas médiatisés. Ceux-là, il faut leur donner des papiers à tous? Pas à tous, il y a des critères, mais en revanche, il se passe des choses dans les préfectures qui ne sont pas acceptables. Moi, j'en reçois dans mes permanences, ils n'arrivent même pas à prendre de rendez-vous. Je crois qu'il faut être très clair. Il faut accueillir tous ceux qu'on peut accueillir, parce qu'on voit bien que c'est des talents pour la France, pour l'économie française. Mais quand on les accueille, il faut être capable de le faire dans de bonnes conditions. C'est ça qui est difficile à trouver, mais ce qu'a essayé de lancer Manuel Valls, mais qui n'est pas encore sur le terrain, c'est que les règles soient claires, les dossiers soient étudiés rapidement. On va faire des progrès sur un autre sujet qui est celui de l'asile, et que ça se traduise dans la vie quotidienne de ces gens qui vivent des situations invraisemblables. On passe au jeudi. Les maires ont rendez-vous avec le Premier ministre. L'Association des maires de France avait rendez-vous à Matignon. Objectif, demander un gel de la baisse des dotations aux collectivités. Pour seul gain de cause, ils ont obtenu un groupe de travail et un nouveau rendez-vous en mai prochain. Écoutez à ce sujet leur président François Baroin.
Il l'a entendu, c'est un ancien élu local et il a le sens du dialogue. Et nous sommes d'accord là-dessus, fixer un calendrier court, c'est-à-dire d'ici fin mai, dans un groupe de travail commun entre les services de Matignon et ceux des maires de France, pour avoir un diagnostic partagé et trouver les meilleures réponses pour préserver l'investissement et donc pour préserver le rôle d'acteur économique que nous jouons, nous, collectivités. Alors Jean-Marc Germain, est-ce qu'en l'état actuel des choses, la hausse des impôts locaux s'annonce inévitable? Même la Cour des comptes le dit. Il y aura sans doute une hausse des impôts locaux, mais moi je soutiens totalement la position de l'AMF, qui est d'ailleurs partagée à droite et à gauche. On a vu le président et le vice-président à l'image. Et je fais une proposition très simple qui ne coûte pas 1 euro de plus. C'est de dire, vous savez, il y a une baisse d'impôts qui a été prévue pour les entreprises. Ça s'appelle la C3S, la cotisation des sociétés pour la sécurité sociale. Ça va faire 5 milliards. En zone rurale, la montée du Front National, ça a à voir aussi avec le fait que certaines zones se sentent oubliées de la République. Et dans les collectivités locales, parce que la proximité, c'est elles qui la font. Et si elles n'ont pas les moyens de la faire, alors cette République française qui se délite un peu, il ne faut pas exagérer non plus, va se déliter encore plus. Donc je crois que c'est vraiment essentiel. C'est peut-être, si j'avais une chose à demander au président de la République, c'est de reprendre cette proposition. Il y a 5 milliards qu'on peut faire basculer d'un endroit à un autre. Et vous savez, ce sera une espèce de plan Marshall pour les territoires, ce sera une grande force pour la France et ce sera la meilleure réponse de long terme aux attentats de Paris et de Montrouge. Vous aurez l'occasion de lui en parler. C'est quand en fait? Vous êtes tenace, mais moi aussi. Je suis un peu frondeur, vous savez. Un sujet qui touche les élus locaux quand même. Vous êtes plutôt exposition universelle ou plutôt organisation des JO à Paris? Ce que j'arrive pas bien à voir, c'est s'il faut choisir, parce que si on peut faire les deux, tant mieux. Mais ça coûte cher. Certains défendent l'idée que les investissements et les infrastructures pourront servir aux deux. À ce moment-là, faisons-les. Moi, j'ai en tout cas beaucoup apprécié la démarche de la maire de Paris sur les Jeux Olympiques. Il faut vérifier et il ne faut pas se tromper là-dessus. Jean-Marc Germain, je vais vous emmener au cinéma, c'est le plus de l'hebdo. Citizen Force, c'est le nom du film, c'est aussi le pseudo qu'avait Edward Snowden. Ce film récompensé d'un Oscar suit au plus près les révélations de l'ancien employé de la NSA sur l'espionnage mondial du gouvernement américain et le séisme bien sûr qui a suivi. Simon Barbary a vu le film, il vous explique tout. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. Au plus près d'Edward Snowden, l'histoire est connue, celle d'un ancien informaticien de l'Agence nationale de sécurité américaine qui, un jour de juin 2013, décide de révéler comment la NSA espionne les citoyens du monde entier. Ce que l'on ne savait pas en revanche, c'est que le désormais célèbre surveillance d'État qu'on a pu voir à ce moment-là, elle a été révélée par Snowden. De Russie, où son autorisation de séjour a été renouvelée pour 3 ans, Edward Snowden a félicité la documentariste Laura Poitras. Les citoyens en soutien de tout ce qui permet d'assurer la sécurité d'un territoire, mais en revanche, j'ai une exigence absolue, c'est qu'il y ait un contrôle démocratique. Or là, il n'a pas eu lieu sur ces questions-là. Qu'on sache qui est fait, comment et dans quelles limites. Ça ne veut pas dire de suivre chaque action des services secrets, mais d'en avoir un contrôle absolu et une connaissance du public sur ce qui est fait. Et en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Oui, mais ces pratiques perdurent en même temps. On voit que Big Brother a une longue vie devant lui. Oui, mais je crois par exemple que depuis ce moment-là, les ministres du gouvernement français ont des téléphones cryptés, par exemple. Donc il y a eu des voilà, il y a eu des mesures qui ont été prises, même si on ne pourra jamais éviter les choses. Mais le fait qu'on ait appris, par exemple, que les dirigeants allemands, français étaient écoutés et non protégés, c'était quelque chose de très important pour la démocratie. C'est pas admissible, ça, dans une démocratie. Ah, c'est un scandale, oui, vraiment un scandale international. Voilà. Si Angela Merkel a été écoutée, d'autres l'ont été aussi, peut-être. Bien sûr, oui. Le chef d'État, voilà, sera peut-être un jour. Oui, bien sûr, oui. Et il faut qu'on se protège contre ça. C'est la souveraineté qui est en cause là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Marc Germain, d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo. Katia, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, même lieu, même heure. Merci à tous de votre fidélité. Et restez avec nous sur les chaînes parlementaires LCP Public Sénat. Très bonne suite des programmes. Irlandaise. La bataille de l'avortement, c'est notre documentaire, ce sera aussi notre débat. Et si le droit à l'IVG était plus fragile qu'on ne le pense?